Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais revenir sur un thème que j'avais abordé il y a un an exactement. C'est l'épisode 78 où je parlais justement des woke et du wokisme et de la fin du wokisme, correspondant à l'élection de Trump. Alors effectivement, Trump a fait pas mal de choses contre le wokisme et tout ce qui est DEI, Diversity, Equity, etc. Donc on a eu des progrès là-dessus, mais pour le wokisme, je pense qu'il va falloir revoir un petit peu l'optimisme que j'exprimais dans la vidéo d'il y a un an, donc épisode 78 si vous voulez le revoir. Et je vais essayer de vous expliquer au travers d'un événement tragique qui s'est déroulé il y a quelques jours, comment, d'une part de façon proverbiale et d'une autre façon, et d'autre part d'une façon un petit peu plus sociologique, je peux expliquer pourquoi le mouvement woke persiste et probablement persistera dans un avenir proche. Alors, tout d'abord, je dois vous prévenir que je vais peut-être utiliser des termes ou des concepts qui vont peut-être choquer certains, notamment les féministes. Alors si par hasard j'avais des féministes qui me regardaient, arrêtez tout de suite parce que ça va pas vous plaire ce que je vais dire. Donc, je crois pas que j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais juste être très transparent sur ce coup-là. Voilà. Alors, au départ, on avait une société qui était organisée de la façon suivante. On avait les hommes qui surveillaient les personnes qui se comportaient mal ou qui faisaient pas leur travail correctement. Et puis, au fur et à mesure, on les a traités de racistes, etc., d'hommes blancs, hétérosexuels, horribles, etc., etc. Alors, les femmes ont pris le relais, elles ont pris le contrôle. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ? Les femmes, notamment de gauche, mais pas exclusivement, hein, là je suis très clair là-dessus, elles veillaient au bon ordre social. C'est-à-dire, elles se plaignaient du mauvais service, écrivaient des lettres de plainte ou de réclamation, ou téléphonaient au service client pour se plaindre, voilà, telle chose ne va pas, etc. Bon, on en a tous vu, ou on a tous été témoins de femmes qui étaient extrêmement sourcilleuses sur la qualité du service, et c'est pas du tout un reproche, je pense que c'était quelque chose de bien. Bon, mais elles ont fini par s'ennuyer malheureusement, et ont eu besoin de canaliser leur désir de contrôle d'une certaine façon. Et la seule manière pour elles de continuer à se plaindre et à être, il faut dire des fois insupportable, de manière socialement acceptable, c'est de faire d'utiliser ses capacités, entre guillemets, pour des causes, on va dire, progressistes ou hygiénistes. Alors là, je pense exactement au Covid, et petit témoignage perso, j'habitais Manhattan à l'époque, et j'achetais une bouteille d'eau, je crois, dans une supérette, ou je me rappelle plus exactement si c'était une supérette ou une pharmacie, genre CVS ou Walgreens, pour ceux qui connaissent, hein, c'est les deux grands réseaux de pharmacies qui font aussi le office de supérette. Et c'était à l'époque du Covid, et donc j'étais à 2 mètres, alors parce que sur le sol il y avait effectivement des cercles où on devait être pour attendre, parce qu'il fallait évidemment, comment on appelait ça, des espaces, je sais pas quoi, la distanciation sociale, voilà, c'est ça. Waouh, ok, j'ai oublié, hein, la distanciation sociale. Et donc j'étais derrière une femme qui avait pas l'air très bien d'ailleurs, ça se voyait, et qui commençait pas à m'agresser, mais disons à me dire que j'étais pas dans le cercle, etc., alors que je l'étais. Bon, et ça s'est pas envenimé parce que je l'ai ignoré en fait. J'ai même pas fait attention. J'étais occupé à autre chose, probablement sur mon téléphone, comme tout un chacun, et j'ai pas fait attention. Mais c'est vrai que ça aurait pu escalader très vite, parce que si elle avait été agressive, voire peut-être potentiellement violente, on ne sait pas ce qui peut arriver.
on ne sait pas comment on réagit, on peut pas préjuger. Donc c'est pour ça que ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, bon, et pas seulement avec des femmes d'ailleurs, mais bon, cette période de Covid a été terrible, et ça a été, je pense, l'accélérateur, le carburant pour ce mouvement, ouais, pas le wokisme, mais le mouvement Karen en fait, puisque c'est ça en fait dont on parle. Et j'expliquerai un petit peu ce que c'est que les Karen. Donc, ces Karen sont devenues donc une plaie sociale. Alors pourquoi on les appelle Karen? Alors encore une fois, je m'excuse pour les femmes qui s'appellent Karen, Karine, etc. Mais c'est simplement comme ça que ça s'est fait, puisque c'est un prénom qui est typiquement associé aux femmes blanches, en général, d'un certain âge. Bon. Et donc on essaie de, voilà, si vous tapez Karen, Karen Mem, M-E-M-E-S par exemple, vous allez trouver des tas de vidéos plus ou moins sympathiques, plus ou moins rigolotes, mais souvent pathétiques d'ailleurs, de femmes qui s'énervent et qui peuvent devenir assez violentes pour un oui, pour un non. Mais toujours de manière socialement acceptable. Hein, on ne va pas agresser quelqu'un, elles ne vont pas agresser un noir ou quelqu'un d'iracisé, mais elles vont volontiers agresser un homme blanc. Pas de problème pour ça. Alors justement, on va revenir à ça dans le cadre de la tragédie qui s'est passée il y a quelques jours donc à Minneapolis, dans le Minnesota, avec cette femme, Renee Good, qui a été tuée par un policier parce qu'elle fonçait sur lui en voiture. Et je ne vais pas reprendre l'histoire parce que vous allez la lire et l'entendre un peu partout. Mais au travers de cette histoire, on s'est rendu compte que, en fait, on avait une nouvelle forme de wokisme qui s'est développée, et notamment à partir du Covid. C'est pour ça que j'ai repris cette anecdote du Covid, parce que c'est à partir de ce moment-là où on a vu une radicalisation du wokisme. Alors, définissons ce que c'est que le mouvement dark woke, puisque c'est de ça dont on parle. Le dark wokisme, ou le mouvement dark woke, c'est d'abord un mouvement qui souhaite sortir du politiquement correct instauré par les démocrates eux-mêmes. C'est aussi une façon d'être grossier mais perspicace, impoli jusqu'à un certain point. Et c'est aussi subvertir les qualités qui ont rendu le mouvement woke ridicule. Donc on est dans un espace où ce mouvement en fait met la pression sur l'establishment démocrate, qui est jugé trop mou, et ce mouvement leur adresse un ultimatum très clair. Soit vous frappez fort, évidemment sous-entendu, contre le mouvement MAGA, Trump, les républicains, et plus généralement symbolisé par l'homme blanc hétérosexuel, ou vous serez éliminé par nous lors des primaires. Alors on a vu déjà ce mouvement être extrêmement efficace. Par exemple, à New York City, lors de l'élection du maire de New York, qui récemment a prêté serment, même Dany, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres maires à Seattle, à Boston, où on voit des woke. Voilà, donc ce mouvement-là pousse le Parti démocrate dans des extrêmes. C'est assez intéressant parce que ça montre que le Parti démocrate ne parle plus au plus grand nombre, mais ne peut parler qu'à une frange radicale. Donc c'est un petit peu le bilan. Alors est-ce que ça va se transposer dans les élections? Est-ce que ça va se transposer dans les midterms, etc. Bon, on verra. Ça, je ferai une vidéo là-dessus, probablement axée sur cet aspect-là aussi, parce que c'est intéressant, à mon avis, à développer et à analyser. Alors, attention, il faut faire attention, le mouvement dark woke n'est pas Antifa, hein, elle ne brûle pas des voitures, etc. Hein, il faut faire la différence. Mais elle consacre du temps, et aussi dans leur journée de travail,
elles risquent leur intégrité physique, hein, j'en ai parlé avec cette jeune femme qui a été tuée, pour protéger des illégaux. Pourquoi? Parce que pour elles, ICE, donc c'est la police de l'immigration et des douanes, cette police, ICE, c'est la néo-Gestapo, voilà. Donc on est encore dans l'excès, dans l'extrême, on fait des références à Hitler Room à propos de Trump, pardon, lapsus non révélateur. On parle constamment en référence à des événements qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà. Mais bon, c'est dans cet état d'esprit qu'elles sont, et j'en parlerai un petit peu plus dans quelques minutes. Donc le mouvement Dark Walk est un mouvement qui est organisé en réseau d'activistes, plutôt bien financé par les milliardaires de gauche, dont je ne vais pas rappeler les noms, vous les connaissez, et qui ont pour but en fait d'harasser les agents de ICE et d'empêcher le travail des agents de ICE. Voilà. Donc on a vu ça avec les voitures bloquées, téléphoner, alerter les gens, essayer par tout moyen de bloquer les immeubles ou alors les voitures des agents pour ne pas leur permettre de faire leur travail. Alors pourquoi elles font ça spécifiquement pour ICE? Alors, parce que pour elles, s'attaquer à ICE, ça donne un sentiment d'autonomie et d'appartenance à une communauté, alors que ces femmes se sentent impuissantes et isolées. Alors, elles sont prêtes même à violer la loi et à agir violemment contre ICE. Alors, j'avais dit tout à l'heure que c'est pas BLM, c'est pas Antifa, mais potentiellement, elles souhaitent, elles désirent agir violemment. Alors, comme on le sait, on a fait un sondage et 61% des femmes blanches de 18 à 44 ans sont prêtes à une confrontation violente avec les hommes. C'est quand même beaucoup. Et j'insiste, 61% des femmes blanches de 18 à 44 ans. Je rappelle qu'aux États-Unis, on peut régulièrement poser des questions, faire des sondages, des statistiques avec des âges et des races, ou même des religions, ou des orientations sexuelles, etc., etc. Il n'y a aucun problème aux États-Unis avec ce genre de statistiques, chose qui n'est pas possible en France, bien sûr, pour le moment. Ces femmes, donc, pour certaines, il ne faut pas non plus généraliser, ont un engagement sincère envers la justice sociale. Enfin bon, ça c'est évident qu'il y a des gens sincères. Mais en général, ils manifestent pacifiquement, il n'y a jamais aucun problème. C'est pas ces gens-là qui sont les plus controversés, on va dire comme ça. Mais par contre, il y en a beaucoup qui ont ce qu'on appelle des problèmes de santé mentale. Alors, c'est là où, à mon avis, c'est le cœur du problème. Alors, elle s'explique par le déclin du bonheur et du sentiment d'autonomie, en particulier chez les gens de gauche, parce qu'ils mettent l'accent sur des questions d'identité, de justice sociale et d'oppression des minorités. Ça aussi, ça a été des analyses qui ont été faites par des sociologues, des psychologues, c'est pas moi qui invente ça. Les femmes de gauche sont encore plus susceptibles que les autres à la détresse émotionnelle, à la tristesse, l'inquiétude, la peur, la dépression et l'anxiété. Une petite anecdote rapidement, il y a de plus en plus de vidéos qui tournent, surtout sur Twitter, où on voit des hommes, des jeunes hommes, faire des dates, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire sortir avec des filles, et essayer de comprendre avec qui ils sortent. Et parce qu'aux États-Unis, c'est assez encadré. Bon, en France, et encore, je pense que c'est la même chose. C'est devenu la même chose en France, mais les dates de ma génération, c'était pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Bref, mais en tout cas, aux États-Unis, les dates, c'est quasiment, j'en avais parlé, je crois, dans une ou deux vidéos, c'est quasiment un entretien d'embauche. Donc c'est du sérieux. Et donc les uns essayent d'analyser les autres. Et je me souviens, il y a une jeune femme qui s'enregistrait, donc qui avait fait une vidéo sur Twitter
X, pardon, j'ai du mal à me mettre à jour, mais donc, et elle se plaignait que le type l'avait totalement analysé et il avait découvert qu'elle prenait des médicaments contre l'anxiété, voilà. Et donc, alors je suppose qu'elle rentre dans ce cadre de femme de gauche, voilà, dépressive, même si bon, on connaît pas le contexte, peut-être qu'elle a des problèmes d'anxiété pour d'autres raisons et qu'elle n'est pas forcément de gauche, bien sûr. Mais bon, on peut se poser des questions là-dessus, parce qu'elle colle parfaitement au profil. A priori. Bon. Alors il y a aussi autre chose qui est assez intéressant, et là évidemment c'est le côté un peu conservateur, voilà, qui revient, c'est que la solitude due au taux de mariage et à la fréquentation des lieux de culte est faible chez cette population particulière. Donc voilà, si on est marié et qu'on fréquente un lieu de culte, ben, on se sent pas seul, on appartient à une communauté, on appartient à une famille, hein, la première communauté c'est la famille, et donc on n'a pas le temps de se poser des questions existentielles sur ce qu'on veut faire, etc. Parce qu'on est occupé ailleurs, voilà, tout simplement, et que bon, ça remet en place les priorités que nous pouvons avoir dans notre vie quotidienne, qui est déjà assez compliquée comme ça. Donc, pour en finir, donc le wokisme radical persistera tant que les femmes de gauche se sentiront malheureuses et impuissantes, et que les occasions de catharsis offriront un sentiment de communauté ou de sacrifice de soi pour le bien commun. C'est par exemple les manifestations contre ICE, Trump, les républicains, la police en général, etc., etc., etc. Donc comme on peut le dire proverbialement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, même si ces gens sont de bonne foi, malheureusement leurs actions font que il y a plein de choses qui posent problème avec ces gens-là, et notamment potentiellement de la violence. Donc voilà, donc je voulais vous faire un topo là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant de montrer qu'au travers d'un fait divers, on peut tirer quelque chose de plus large et de plus intéressant. Et je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt, mes amis.